Donc on va vous parler maintenant du deuxième temps chirurgical. Donc si tout s'est bien passé, on arrive 3 à 6 mois plus tard à la deuxième phase chirurgicale qui va consister en 3 choses principalement. Premièrement, faire la granuloplastie dont vous parlera Fabien. Deuxièmement, rebrancher le canal urinaire. Et troisièmement, faire le scrotum. Parfois s'ajoute une quatrième petite chose qui est l'enfouissement ou non du diclite. Si ça n'a pas été fait lors de la première chirurgie ou si la personne se rend compte que finalement ça le gêne, qu'il n'est pas très confortable à ce diclite extériorisé et qu'il préférait finalement le voir enfoui. Dans notre équipe, on fait le choix de faire la granuloplastie lors de ce deuxième temps opératoire. Certaines équipes vont vous le proposer de faire dans le premier temps. Je vais vous expliquer rapidement, mais on incise sur cette verge qui a été reconstruite avec le lambeau antébrachial. Et l'idée de remettre une incision lors du premier temps opératoire, c'est finalement en demander un peu beaucoup peut-être à l'extrémité du phallus. C'est pour ça que par précaution, on préfère le faire lors de ce deuxième temps opératoire, puisqu'il y a ce temps également urinaire que Nicolas va vous développer juste après. Faire le gland, c'est globalement quand même de donner tout le sens à cette verge qui est reconstruite. Ça va vraiment apporter esthétiquement la plus-value à nos reconstructions. L'idée étant, alors bien sûr, on ne sait pas reconstruire, en tout cas pour le moment, je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais en prépuce, il y a un gland qui va être couvert par cet excédent de peau qui peut être classique d'une verge d'homme 6, mais on va faire plutôt un gland qui ne sera donc pas recouverte, un peu l'équivalent d'une verge circoncise sans excédent donc de peau qui est le prépuce. L'idée est quand même de recréer cette forme de gland grâce à la création d'un sillon, donc le sillon balano-prépucial, incisé lors de ce temps, et on vient ensuite avec cette incision créer également un relief à la base de ce sillon balano-prépucial qui va pouvoir donner une sorte de relief à la base du gland et qui va faire cette transition entre l'étui pénien et le gland qui va être avec ce relief. Et donc une fois qu'on a fait ce modelage, l'idée étant de créer une sorte de pli à la base du gland et on vient modeler avec différents points de suture, de relief. Une fois qu'on a prélevé donc cette peau, eh bien on va reprélever un petit morceau de peau mince comme on l'a expliqué au début. On reprend une petite bande de peau mince à l'air du dermatome à la face interne de la cuisse en général pour aller recréer ce sillon qui est à la base du relief qu'on a créé pour ce gland. Donc une fois que l'on a fait ça, on vient mettre un pansement qui est modelant, qui tient cette greffe, qui tient également un peu le relief que l'on va laisser en place à peu près 7 jours. Une fois que l'on a enlevé ce pansement qui est cousu, eh bien ça permet de reprendre des soins assez classiques après greffe de peau, le temps que cette greffe de peau prenne bien. En sachant que on fait un relief toujours plus important au début parce qu'on sait que malheureusement, avec des phénomènes cicatriciels, de cicatrisation, qu'on perd un petit peu ce relief avec le temps. Donc on essaie de le marquer au mieux au début, un peu de manière exagérée pour qu'il garde ce relief à moyen et long terme. Donc voilà pour ce temps de granuloplastie qui est un temps esthétique assez important et qui donne tout le sens à cette reconstruction de verge. Et donc pendant ce temps-là, on va pouvoir réaliser le deuxième temps d'urétroplastie. Donc on va en début d'opération insérer une sonde par le haut de la phalloplastie, par le sommet. On va descendre une sonde dans la phalloplastie et vérifier que le canal est assez large. Si par malheur il y a eu un rétrécissement à un endroit ou à un autre de ce canal, on va à ce moment-là faire une incision en regard pour enlever la partie resserrée, rebrancher à l'endroit où le canal est plus large, et de façon à avoir un canal bien large du haut jusqu'en bas donc qui est proche du méa natif, proche de l'orifice naturel, et on va rebrancher, fermer avec 2 petits lambeaux de tissu sur les côtés, de muqueuse. On va venir refermer ce canal de façon à avoir la continuité du canal de l'extrémité de la phalloplastie jusque dans la vessie. Donc là, on aura fait ce qu'on appelle une anastomose entre ces 2 canaux urinaires, la partie reconstruite lors du premier temps de phalloplastie et le canal natif, et on va pouvoir les rebrancher ensemble avec ces 2 petits lambeaux. Une fois qu'on a fini ce lambeau, on va bien le recouvrir pour éviter les fistules. Donc on va prendre des tissus autour qu'on va venir recouvrir, et puis on va libérer pour faire donc la scrotoplastie
phalloplastie. On va libérer la partie inférieure des grandes lèvres, donc on va faire des espèces d'incisions en V en bas de chaque grande lèvre et on va venir faire pivoter les deux grandes lèvres pour qu'elles forment un sac, une poche dans lequel on pourra insérer les pompes de prothèse, la prothèse testiculaire et qui permettra une bonne manipulation de cette pompe et un aspect esthétique qui ressemble à un scrotum. Il peut y avoir deux cas de figure. Si la personne souhaite garder son diclite, on aura à ce moment-là le diclite un peu enfoui entre ces deux parties. Et sinon, si la personne souhaite enfouir son clitoris, on va avoir plutôt quelque chose d'uni et qui va former une sorte de poche avec une toute petite partie un peu séparée, comme s'il y avait deux hémipoches, mais on essaye de bien quand même donner un aspect de volume global pour que ça donne un aspect de scrotum, pas que ça se fasse encore comme deux grandes lèvres. On essaye d'effacer cet élément-là. Donc ça, c'est à ce moment-là qu'on le fait et on suture ensuite bien comme il faut le périnée et l'intervention sera à ce moment-là terminée localement. Et donc sur le plan urinaire, une fois qu'on a fait ce rétablissement de continuité, on a une sonde qui part de l'extrémité de la phalloplastie qui va dans la vessie, qu'on enlèvera au bout de 7 jours, mais on a aussi une deuxième sonde qu'on a mis lors de l'intervention directement à travers la paroi abdominale vers le bas, directement dans la vessie, donc ça traverse la peau du ventre et ça va aller directement dans la vessie. Et cette deuxième sonde, elle, on va la garder 15 jours. Donc la première sonde, on la garde une semaine et après on ne veut pas que l'urine passe tout de suite par ce canal reconstruit parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de pression, que l'urine est acide, qu'elle peut être assez agressive avec plein de minéraux dedans et donc on préfère que ça ne vienne pas se mettre tout de suite sur la cicatrice parce que ça pourrait entraîner une irritation locale, voire même peut-être des fistules. Donc on va laisser cicatriser au moins 15 jours sans qu'il y ait l'urine qui passe par là. Donc l'urine continuera à passer par la deuxième sonde qu'on avait mis en place lors de cette intervention, donc qu'on appelle le cystocate. Et donc par ce cystocate, l'urine va être drainée dans un sac pendant 15 jours au total et au bout de 15 jours, on fait une radio. Si la radio est bonne, on se dira tout va bien, la personne peut uriner par le bout de sa phallo et on enlève le cystocate. Si par malheur, on s'aperçoit qu'il y a une fistule c'est un petit trajet, c'est on a le canal principal et on a une petite fuite sur le côté qui sort à l'extérieur au niveau de la peau. Et donc si on voit qu'il y a une fistule, on va garder encore le drainage urinaire par le cystocate une semaine ou 15 jours de plus pour laisser le temps à cette fistule de se refermer pour que le canal soit bien consolidé quand la personne va uriner par la phallo. Au bout de 15 jours habituellement, dans la majorité des cas, on enlève ce cystocate, mais parfois, il faut attendre 30 jours, voire un petit peu plus dans des cas exceptionnels, pour que le canal soit complètement cicatrisé. Et à ce moment-là, on enlèvera le cystocate plus tard, au 30e ou 45e jour, dans certains cas rares, pour pouvoir avoir un canal qui fonctionne bien à ce niveau-là. On rappelle que malheureusement, un canal urinaire a un taux de complication qui est quand même pas négligeable. On en reparlera peut-être dans une prochaine émission, mais il faudra aussi qu'on parle des complications de ces gestes opératoires. En tous les cas, on prévient bien la personne qu'une fois qu'on a enlevé ces sondes, peut survenir des sténoses, c'est-à-dire des rétrécissements du canal urinaire, qui imposeront un retour rapide auprès du service d'urologie pour qu'on puisse drainer ces urines, alors soit chez nous, soit parfois en urgence, si les gens habitent très loin dans un service d'urologie local. Mais en tous les cas, c'est un élément dont il faut bien prévenir les patients parce que de temps en temps, ça arrive à des jours non ouvrables, la nuit, et qu'il faut être au courant de cet élément-là. Donc voilà pour ce deuxième temps opératoire qui ne nécessitera pas une hospitalisation aussi longue que la première intervention. En général, les gens peuvent partir le lendemain de l'intervention. Ils passent une nuit à l'hôpital, rarement 2 nuits. Donc la majorité des cas, c'est rentrer le matin, opération, une nuit à l'hôpital et départ le lendemain. Avec une infirmière qui passe faire les pansements après tous les 2 jours, la sonde qui est enlevée par l'infirmière une semaine après et 15 jours après, un retour à l'hôpital pour la radio. Eh bien, voilà pour cette deuxième étape et on se retrouve très rapidement pour évoquer la troisième étape de cette phalloplastie antébrachiale.